Bonjour Juliette Duquesne, vous êtes journaliste, vous avez créé avec Pierre Rabhi la collection Carnet d'alerte aux Fraises du Châtelet. Vous avez publié notamment Les excès de la finance, c'était en 2017, Les semences, un patrimoine vital en voie de disparition, et plus récemment, puisqu'il a été publié en novembre dernier, Vivre mieux sans croissance. Alors la mise au ralenti ou à l'arrêt pur et simple d'une bonne partie de l'économie mondiale doit vous sembler une divine surprise. Une divine surprise, je ne sais pas, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire qu'une société centrée sur la croissance qui n'a pas de croissance. Nous, dans l'enquête que j'ai réalisée, où j'ai interrogé justement énormément de chercheurs, de spécialistes, d'acteurs de la société civile, ils disent tous qu'il faut organiser la décroissance et pas subir la récession, ce qui risque de nous arriver. Là, l'INSEE a publié une note en fin de semaine qui dit s'il y a un mois de confinement, on risque d'avoir une baisse du PIB de l'ordre de 3% au niveau de l'année en France. Donc ça va être une récession, mais subir une récession, c'est pas la même chose que d'organiser une décroissance qui serait un nouveau modèle. Parce que là, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a un modèle qui est totalement basé sur la croissance. Moi, dans l'ouvrage, après avoir réalisé cette enquête, on se rend bien compte qu'il faudrait qu'on déconstruise ce modèle et qu'on se construise un autre modèle. Là, le risque, c'est qu'on ait une récession avec moins de consommation. On voit bien qu'il y a l'activité, l'INSEE dit que ça a diminué de l'ordre de 35%, avec une augmentation pour tout ce qui est alimentaire, mais en moyenne une baisse de l'ordre de 35%. Mais le risque, si c'est pour avoir du chômage, une augmentation des inégalités, c'est pas en tout cas le modèle le modèle qui paraît intéressant. Il faudrait organiser cette décroissance plutôt que de subir la récession. Néanmoins, la croissance va baisser, on va même connaître la récession, c'est à peu près certain. Vous pensez que ça peut être bénéfique au sens où finalement ça nous prépare, ça nous oblige à réfléchir justement, à organiser ce nouveau modèle que vous préconisez? Ben, je l'espère. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais je l'espère. En tout cas, cette crise, elle est révélatrice d'énormément de dysfonctionnements que nous avons dans notre société. Comme vous disiez, j'ai écrit un livre aussi sur les excès de la finance, où j'ai pas mal aussi travaillé sur tout ce qui est les questions agricoles. Et on voit que cette crise, elle regroupe tout ça. Il y a des chercheurs qui ont montré, des chercheurs comme Serge Morand ou Jean-François Guégan, le lien entre la baisse de la biodiversité et l'augmentation du nombre d'épidémies. Que ça a un impact, que la baisse de biodiversité a un impact sur l'augmentation du nombre d'épidémies. Donc c'est aussi une crise écologique que nous avons. Alors on pourrait se dire qu'il y a eu énormément d'épidémies auparavant et qu'il y a toujours eu des épidémies. Il y a moins de gens qui sont infectés par des épidémies, mais le nombre d'épidémies a augmenté depuis 1940, de l'ordre ça a été multiplié par 10, d'après les chiffres de Serge Morand. Donc on voit que le nombre d'épidémies augmente à cause notamment de cette baisse de biodiversité. Les animaux sauvages ont moins de place pour vivre, se déplacent dans des zones où alors même il y a de la baisse de biodiversité au sein des animaux sauvages. Par exemple, les prédateurs comme les lynx ou les hyènes sont moins nombreux, ces prédateurs premiers, les plus importants. Il y a moins, du coup, il y a plus de rongeurs qui vont être véhicules de pathogènes, et aussi cette déforestation qui est parfois due notamment à une agriculture intensive, pas toujours, mais qui peut être due à ça. Par exemple, pour faire des palmiers à huile, on va déforester, et tout ça peut avoir un impact sur après l'augmentation du nombre d'épidémies. Je vous donne juste un exemple, je ne vais pas faire trop long sur ce point-là, mais c'est pour montrer que c'est une problématique globale. Ces chercheurs m'ont parlé par exemple du virus Nipah, qui est apparu à la fin des années 90 en Indonésie. Et c'est parce que les chauves-souris avaient moins de place dans les forêts à cause justement de la production de palmiers à huile, et se sont déplacées dans des fermes. Elles ont contaminé des cochons qui en plus après qui ont contaminé des êtres humains, et il y a eu toute une chaîne qui s'est mise en place. Alors aujourd'hui, on ne connaît pas la cause complète, c'est peut-être un pangolin, une chauve-souris, mais de toute façon, les chercheurs expliquent qu'on pourrait mettre des années à comprendre vraiment la chaîne de transmission, et eux, ils disent que depuis 20 ans, ils ont déjà prouvé qu'il y a une augmentation du nombre d'épidémies à cause de la baisse de la biodiversité, et que c'est pas lié qu'à des pratiques qui sont en Chine, en fait, réservé à des pratiques, c'est vraiment lié à une baisse de la biodiversité au niveau mondial. Et là, on voit qu'il y a tout s'emboîte, parce que
l'augmentation, je vais essayer d'être claire, mais l'augmentation, le fait qu'on a un système qui est basé sur la croissance, c'est aussi, ça commence toujours au moment où on vide les champs des paysans pour qu'ils aillent dans les villes ou nourrir les bidonvilles dans les pays en voie de développement. Donc la base, à chaque fois, on voit que l'agriculture a une base très importante. À partir du moment où on a un modèle qui va être basé sur le PIB, sur l'augmentation du PIB, on va passer à une agriculture industrielle qui va réduire le nombre de personnes qui vont être dans les champs et on va partir à ce modèle-là. Donc il faudrait qu'on change notre modèle de façon plus globale. Et la chaîne alimentaire, l'agriculture, a toujours un rôle très central. On le voit dans cette crise de la biodiversité, cette crise actuelle, mais aussi pour avoir un modèle qui va être respectueux de l'environnement. J'espère que je n'ai pas été trop vite sur ce point-là, mais ça me paraissait important de relier les deux parce que tout est lié en fait. La crise que nous avons actuelle, ce n'est pas qu'une crise sanitaire, c'est une crise aussi écologique, une crise sanitaire, une crise écologique, économique, et donc c'est une crise globale en fait. Juliette Duquesne, la productivité de l'agriculture a très très peu évolué entre le Moyen-Âge et la guerre de 14. Il fallait à peu près le même nombre d'hommes dans les champs pour récolter 1 hectare de pommes de terre. Enfin non, la pomme de terre, c'est arrivé un peu plus tard, mais 1 hectare de quoi que ce soit, on va dire. Ce qui a fait augmenter la productivité, évidemment, c'est la technique, c'est la technologie et c'est la nécessité démographique de nourrir le plus grand nombre de gens possible. Il a fallu à un moment 60% de la population active dans l'agriculture pour pouvoir nourrir un pays comme la France. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il faut 3 ou 4% de la population active pour nourrir beaucoup plus que la France. C'est là-dessus que vous voulez revenir, vous? Bah oui, c'est-à-dire, en fait, on pourrait tout à fait, il y a plusieurs études qui montrent qu'on pourrait tout à fait nourrir la planète, même avec l'augmentation de la population, on pourrait tout à fait nourrir la planète avec l'agroécologie. Hein. L'agroécologie, c'est pas l'agriculture traditionnelle, c'est d'autres, quand même, ça peut être lié, mais c'est d'autres modèles agricoles, c'est souvent très technique, on peut avoir de la culture associée, un peu d'élevage pour avoir du bon fumier, pour faire du bon compost, c'est pas revenir à l'agriculture traditionnelle, c'est même souvent plus technique hein, que l'agriculture conventionnelle. Et il y a plusieurs études qui montrent qu'on peut tout à fait nourrir la planète avec l'agroécologie. Dans les pays en voie de développement, ça augmente même les rendements à de l'ordre de 79% dans certains endroits parce que les agriculteurs dans les pays en Afrique, par exemple, ne peuvent pas acheter des semences améliorées, des pesticides, et en plus, ça marche souvent moins bien dans ces pays-là. Donc, c'est vrai que souvent, on dit, oui, mais il faut bien nourrir la planète. Mais en fait, aujourd'hui, c'est d'ailleurs pas l'agriculture industrielle qui nourrit en grande majorité la planète. Hein. Dans nos pays à nous, oui, mais dans tous les autres pays, c'est souvent l'agriculture familiale. Et dans certaines zones, notamment en Afrique, la faim dans le monde a tendance à augmenter parce que justement, on a amené ces agriculteurs à se détourner de la production vivrière pour aller vers une agriculture exportatrice. Par exemple, au Burkina Faso, il y a beaucoup encore de sous-alimentation. Il y a 10% des terres qui sont pour consacrer à l'exportation de coton. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a tout un modèle à revoir, et même dans nos idées reçues, en fait, ce n'est pas l'agriculture industrielle qui nourrit la planète. Ça pourrait réduire une partie des rendements dans nos pays à nous, mais nous, on a 30% de gaspillage alimentaire. Donc, on pourrait largement nourrir la France en passant totalement en agriculture biologique ou en agroécologie. Mais pour l'instant, on accepte environ 7% des terres qui sont en agriculture biologique ou en agriculture biologique, pour le coup, certifiée. Néanmoins, alors revenons à ce coup d'arrêt qu'on vient de donner à l'économie mondiale, aux échanges, au transport. J'imagine que vous n'êtes pas pressé que les avions redécollent, ni que les voitures redémarrent. Ça semble quand même une répétition générale. Ça n'est pas volontaire, évidemment. Néanmoins, si on écoutait vos préconisations, à vous, au décroissant en général, à Pierre Rabhi, ça ressemblerait un peu à cela, non? Ah non, ça ne ressemblerait pas à ça, parce que là, on est enfermé chez nous, il n'y a aucune convivialité, on est beaucoup sur nos ordinateurs. Ce détail pas oui, je suis d'accord avec vous. Là, on est beaucoup confinés dans les villes, on est très connecté, le numérique émet énormément de gaz à effet de serre, c'est très polluant, donc ça ne serait pas du tout ce monde-là, ça serait un monde totalement différent, qui est d'ailleurs à inventer, en fait, c'est un monde qui est inventé, et je pense qu'il ne serait pas similaire partout dans le monde. Ça serait justement, on a tendance à vouloir préconiser le même modèle partout dans le monde, mais là, ça serait un modèle qui serait plus basé sur les territoires, qui serait à inventer. La société civile a inventé déjà énormément de façons de vivre autrement. Reste aujourd'hui à le passer à plus grande échelle, à organiser
organiser cette sobriété ou organiser cette décroissance à plus grande échelle. Mais on a de la chance, la société civile a expérimenté partout dans le monde des solutions pour réussir à vivre autrement. Il y a comme je disais tout à l'heure, il y a énormément de chercheurs aussi qui ont mis en place, qui ont montré qu'on pouvait se passer de croissance mais créer des emplois. Des chercheurs comme Jean Gadret, Dominique Méda, Serge Latouche, Paul Ariès, il y en a beaucoup qui ont montré qu'on pouvait avoir une société qui n'est pas basée sur la croissance et par exemple créer des emplois. Pour revenir au modèle agricole, si on passait en agriculture biologique en France, on aurait 30% d'emplois supplémentaires. Certes, ça ne serait pas le même qu'aujourd'hui, mais il y aurait quand même 30% d'emplois supplémentaires sans avoir une augmentation des quantités. Donc si on n'est pas toujours à la recherche de gains de productivité, on peut avoir des créations d'emplois sans forcément avoir de la croissance. Mais on a l'impression qu'on a toujours eu de la croissance, mais on a de la croissance que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est à partir du moment où on a eu de la croissance qu'on a toutes les formes de pollution qui ont aussi décollé. C'est flagrant quand on voit les graphiques, on voit que le PIB commence à augmenter et qu'en même temps, toutes les formes de pollution augmente. La quasi-totalité des cours d'eau et des nappes phréatiques en France sont polluées par les pesticides et les nitrates. Les émissions de gaz à effet de serre ont décollé. 75% des variétés de semences ont disparu en un siècle. On a toujours eu l'impression que l'homme a craint la fin du monde ou la fin de l'humanité, mais quand on voit les courbes, c'est à partir de 1945 où tout se dégrade. On a réussi à mettre du plastique partout dans l'océan en 50 ans. Donc en fait, on a l'impression que l'homme a toujours craint cette fin du monde, qu'il a toujours eu cette crainte qu'on abîme la nature, mais en fait, on le fait depuis assez peu de temps, en fait, de façon aussi massive en tout cas. C'est assez récent et on voit bien cette corrélation entre, ça existait avant, mais en tout cas, ça s'est accéléré après la Seconde Guerre mondiale et on voit bien cette corrélation à partir du moment où on a eu cette croissance qui a été, on a voulu cette croissance infinie, illimitée, on a utilisé de plus en plus de ressources sur cette planète et en plus aujourd'hui on a du mal à avoir cette croissance. Là on risque d'avoir une récession, mais on a même du mal à avoir cette croissance de toute façon. Donc d'avoir un modèle qui est basé sur la croissance sans en avoir, autant le définir autrement. Certes, ça sera peut-être une société moins mobile, certainement plus j'espère plus conviviale, ce qui n'est pas du tout le cas là actuellement, mais qui serait complètement différente, plus centrée sur les territoires, avec des villes certainement moins grandes. Et là, on voit bien aussi le rôle des métropoles dans le fait qu'une épidémie se propage plus rapidement. Donc certainement avec des villes moins grandes, pour avoir des territoires qui sont aussi autonomes alimentairement et pas avoir, on voit bien qu'il faut avoir des chaînes alimentaires totalement différentes et pas seulement la façon de cultiver, mais aussi la façon de vendre, tout, enfin revoir toute la chaîne alimentaire dans ce nouveau modèle. Il faudrait inventer vraiment, mais inventer en même temps, quand je dis inventer, c'est déjà dans la société civile depuis déjà des décennies. Il y a plein de gens qui font différemment aujourd'hui, mais ce n'est pas encore mis à plus grande échelle. Une société effectivement moins mobile, vous l'avez dit. Là, on est dans la répétition générale. La plupart des avions sont cloués au sol. Les voitures, en tout cas pour une bonne partie d'entre elles, restent au garage. Ça, encore une fois, il me semble que c'est une répétition générale. Oui, il y a une sorte de... Oui, je comprends quand vous posez cette question. Oui, il y a une sorte de répétition générale où ça met tout à l'arrêt. En fait, une partie des usines, des magasins fermés, on ne peut pas aller acheter, on consomme 3 fois plus qu'il y a 60 ans. On a bien vu que les Français, quand les magasins ont fermé, les consommateurs que nous sommes, il y en a certains en tout cas qui se sont précipités pour acheter. Alors il y avait la peur de la pénurie alimentaire, mais il y avait peut-être aussi ce besoin d'acheter. On voit que le commerce en ligne en ce moment, ça a fonctionné. Enfin, il y a eu cette peur de ne pas pouvoir acheter. Donc oui, ça nous limite dans nos achats. Je pense que, en tout cas, j'espère que ça serait l'occasion pour essayer de repartir sur un autre modèle par la suite et de l'organiser au niveau étatique et le mettre en place et pas repartir sur le même système. On a bien vu après la crise des subprimes, on a mis énormément d'argent, 4 500 milliards d'euros a été accordé par la Commission européenne, par les États pour être versé vers les institutions, les établissements financiers, et très peu est revenu vers l'économie réelle. Donc il ne faudrait pas qu'on fasse cette répétition-là. Là, il faudrait mettre en place, il y a beaucoup de gens là en ce moment, il y a des tribunes, beaucoup de gens de la société civile qui le réclament, de mettre en place un plan, on pourrait dire un espèce de plan Marshall de la transition écologique, où au début l'État aurait besoin d'un investissement, alors
certain investissement de départ pour organiser et mettre en place un autre système où on consommerait moins de biens et où on consommerait moins d'énergie. Parce qu'on ne sait pas croître sans consommer de l'énergie et sans polluer la planète. On a pensé à un moment, on va pouvoir le faire en passant avec les énergies renouvelables. Moi, les experts que j'ai interrogés, il n'y en a aucun parmi les 60 qui m'ont dit qu'il ne fallait pas passer aux énergies renouvelables. Mais tous disent, attention, s'il n'y a pas une part de sobriété, ça ne sert à rien. On va utiliser des métaux et on va polluer et il n'y aura plus assez de métaux. Il risque d'avoir des manques de métaux dans les années à venir. Donc, on voit bien qu'à chaque fois, on essaie de chercher une solution à un problème et que si on ne change pas les fondements, on n'y arrivera pas. Pour revenir à la crise des subprimes, on a mis des réformes après cette crise des subprimes, mais à chaque fois, on a complexifié sans changer la structure même des marchés financiers. Et à chaque fois, on fait la même chose. On ne change pas la structure. On a mis des règles très complexes, ça a un petit peu augmenté le capital des banques 2 à 3 fois, mais on n'a pas changé le problème profond des marchés financiers, le fait qu'on ne peut pas laisser une banque faire faillite parce que nos dépôts restent des garanties aux activités spéculatives et que ça peut entraîner toute l'économie. Donc on n'a pas changé les fondements. Le secteur bancaire est toujours aussi important que dans les années qu'en 2008. On n'a pas changé les fondements de notre système. Vous avez raison, on a tout fait pour que tout recommence comme avant. Mais ne croyez-vous pas que les gens qui sont aujourd'hui confinés à leur domicile n'espèrent pas que tout va recommencer justement comme avant? Est-ce que pour atteindre la sobriété dont vous parlez, dont parle également Pierre Rabhi, et qui effectivement est indispensable à une véritable transition écologique, pas la transition écologique dont on nous parle pour faire joli, la vraie transition écologique, celle que vous appelez de vos voeux, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement une dictature? Est-ce que sans dictature, vous pensez que vous allez y arriver? Alors moi, là, c'est peut-être la partie dans mon enquête la plus subjective. C'est la dernière partie de l'enquête, elle est un peu plus subjective cette partie-là parce que j'en sais rien, tout à fait franche. Après, j'ai interrogé pas mal de politologues et pas mal d'acteurs de la société civile et les politologues disent justement il faut avoir plus de démocratie directe. Pour pouvoir que les gens comprennent ces mesures et qu'on puisse réussir à les mettre en place, pour avoir une compréhension vraiment des sujets, pour réussir à mettre en place ces mesures de sobriété. Sinon, elles ne seraient pas acceptées. C'est toujours la crainte d'avoir une dictature verte. En même temps, c'est vrai que dans l'histoire, il n'y a jamais eu de dictature qui était respectueuse de l'environnement. Donc on peut se dire qu'il faut justement avoir plus de démocratie directe, plus de démocratie qui soit liée au territoire, pour mettre en place une sobriété à plus grande échelle. Et alors, le problème, c'est que pour tout ça, il faut du temps. Il faut du temps pour s'informer, du temps pour être acteur et être un citoyen dans la société civile. On nous dit aussi qu'il faut du temps aussi pour autoproduire, pour avoir une partie, on va dire, de production chez soi, par exemple un potager, etc. Donc c'est vrai comme on est dans une société où souvent on manque de temps, en tout cas peut-être pas forcément en ce moment, mais d'habitude on est plutôt dans une société qui manque de temps, mettre en place cette démocratie directe demanderait que les citoyens aient du temps pour s'impliquer dans la société au quotidien. Mais il y a des exemples, à Saillant, à Madrid, des exemples comme ça où il y a des mises en place de démocratie directe et justement les citoyens étaient plus impliqués, comprenaient mieux les décisions et elles étaient mieux acceptées. Donc c'est possible de le mettre en place. Comme le reconnaît Pierre Rabhi dans votre dernier livre, Vivre mieux sans croissance, une société ne peut pas changer si les hommes qui la composent ne changent pas. Comment comptez-vous nous faire changer? Alors ça, moi, je ne sais. Moi, je suis journaliste, donc mon rôle, c'est d'informer. Donc moi, j'essaye vraiment, bien sûr, c'est des enquêtes engagées, mais j'essaye toujours de distinguer au maximum l'opinion de fait, de recroiser les informations, donner une information sourcée. Moi, j'ai l'impression que c'est de cette façon-là. Je me dis, les gens, ils vont être informés, ils vont changer. Pierre Rabhi va le faire d'une autre façon. Moi, je vous le dis de ma façon. Mais vous savez bien que ça fait pardon de vous interrompre, mais ça fait 30 ans qu'on nous dit qu'on doit changer, que cette transition écologique est indispensable, que le réchauffement climatique nous mène tous à notre perte, qu'il va falloir arriver à cette sobriété dont vous parlez. En 30 ans, on a très peu changé par la méthode douce. Donc, d'où la nécessité, pour certains déjà, d'instaurer des mesures plus draconiennes, plus drastiques,
qui ressemble un peu à ce qu'on connaît aujourd'hui, où il y a beaucoup de libertés qui sont sacrifiées pour la sécurité. Alors là, c'est la sécurité sanitaire, demain, ça pourrait être la sécurité environnementale. Quoi qu'il arrive, il faut beaucoup de policiers pour la faire respecter. Non, mais c'est sûr que là, aujourd'hui, tous les types, on parle beaucoup du réchauffement climatique, mais il y a aussi la pollution des sols, la pollution de l'eau, il y a tout l'environnement. Et là, on parle d'une crise sanitaire, mais pour moi, c'est aussi une crise écologique, hein. Je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé des causes, mais vraiment, j'ai pas mal enquêté là, cette dernière semaine là-dessus, et la baisse de la biodiversité a un rôle vraiment très important sur l'augmentation du nombre d'épidémies. Donc pour moi, on est déjà dans une crise écologique là, aujourd'hui. On sait déjà une crise écologique aujourd'hui. Donc on la vit déjà, en fait. Mais là, on vit les conséquences. On ne construit pas une autre société. Donc oui, bien sûr qu'il va falloir avoir un État qui soit, par exemple, plus hermétique au lobby. 71% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont dues à 100 multinationales depuis 1988. Donc bien sûr qu'il faut un État plus puissant, notamment, et plus hermétique au lobby de toutes sortes. Il y aura certainement des mesures qui ne vont pas plaire à tout le monde parce qu'il va falloir les mettre en place et qu'il y aura une part de sobriété. Mais si on est ça serait un tout autre modèle qu'il faut mettre en place. Alors, je dis pas que ça va, moi je dis pas que ça va arriver demain, que ça va se mettre en place en 5 minutes. C'est pas simple à mettre en place. Mais quand vous dites que il y a eu... En même temps, on voit bien que ça peut se mettre en place très rapidement, puisque là, il y a la moitié de l'humanité est confinée, les libertés publiques sont réduites à peau de chagrin, et ça s'est fait en très très peu de temps. On voit bien le mérite de l'état d'urgence, de la situation exceptionnelle, de la réduction des libertés, du sacrifice de la liberté en général, à quoi il faudrait ajouter le sacrifice du confort, le sacrifice de la liberté d'aller et venir aussi. On l'a sacrifié, là on pourrait la sacrifier demain. Mais là, en tout cas, moi dans l'enquête que j'ai réalisée et tout ce que j'ai vu sur le terrain en allant rencontrer les gens de la société civile qui inventent déjà d'autres modes de vie, qui sont décroissants, qui sont avec plus de sobriété, qui sont différents, on ne leur a pas du tout imposé, ils ont créé d'autres façons de faire et je pense que cette société, vous dites depuis 20 ans, ça n'a pas beaucoup évolué. Certes, la consommation, elle continue de croître, mais il y a quand même beaucoup d'initiatives dans la société civile et partout dans le monde qui sont mises en place pour d'autres modèles de développement. Dans cette enquête, j'ai même été en Mauritanie, où le fonds de dotation Pierre Rabhi met en place un village tout écologique, où ils essayent de faire différemment. En France, il y a plein de lieux où on essaye de faire différemment. Et il manque, aujourd'hui, le problème, c'est que l'État a plutôt tendance à empêcher ces initiatives de la société civile plutôt que les porter. Donc c'est ça qui manque en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a énormément d'initiatives qui sont partout en France, partout dans le monde, pour essayer de mettre un autre modèle qui n'est pas, et moi je le répète, en tout cas c'est un constat que j'ai réalisé, c'est que ce n'est pas le même partout justement. C'est souvent des modèles qui sont sur des territoires avec des grands principes. Mais aujourd'hui, il manque le relais étatique, c'est-à-dire que ces initiatives, au contraire, elles ont moins d'aide. On voit bien que l'agriculture biologique souvent a moins d'aide, que c'est compliqué pour les agriculteurs de passer à la transition, d'avoir des aides pour passer à l'agriculture, à l'agroécologie. Enfin, on voit que c'est plutôt l'inverse. L'État n'aide pas toutes ces initiatives de la société civile. Il faudrait plutôt les aider pour pas justement passer à quelque chose. Ce qui me semble important, c'est que dans ces nouveaux modes de vie ou ces nouveaux modes d'existence, il faut trouver la place juste de l'État. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit justement une dictature, mais il ne faut pas non plus qu'il n'y ait pas de grands principes nationaux et qu'on retourne dans des choses traditionnelles avec que du local. Et souvent, ça peut être un peu comparable avec la gestion de l'eau. La gestion de l'eau, c'est souvent une gestion qui est faite sur les territoires, mais il faut des grands principes nationaux ou des grands principes internationaux. Là, il faudrait trouver un nouvel équilibre, mais ce n'est pas la place naturelle de l'État. Donc, ce serait une nouvelle place de l'État qui serait là pour encourager toutes les initiatives de la société civile, mais ce ne soit pas lui qui dise comment on va devoir faire. C'est un nouvel équilibre à trouver. Je ne dis pas que c'est simple, hein. Moi je ne dis pas du tout que c'est simple, je dis juste que, en tout cas quand on va sur le terrain, on voit qu'il y a énormément d'initiatives qui sont mises en place. Je ne sais pas du tout si ça va se faire, j'aimerais bien, mais en tout cas on peut souhaiter qu'avec cette crise actuelle qui pour moi est déjà une crise écologique, sanitaire, économique, humaine, globale, on pourrait saisir cette opportunité
pour changer le système, mais changer vraiment le logiciel en fait du système de façon plus globale. Et on pourrait mettre en place, et là il y a vraiment énormément de gens de la société civile qui en ce moment mettent des tribunes partout, ont envie que ça change quand même, il y en a plus qu'avant, et de vouloir changer le modèle. Et on pourrait imaginer un espèce de plan Marshall comme on a fait après la Seconde Guerre mondiale, où on investirait pour convertir totalement en agroécologie, où il y aurait de la rénovation pour les bâtiments, où on mettrait en place, on soutiendrait tous ces modèles de l'économie sociale et solidaire qui souvent sont ancrés sur les territoires, ont d'autres façons d'entreprendre, où l'objectif de l'entreprise n'est pas toujours de croître indéfiniment, mais souvent d'essaimer et d'aider après d'autres entrepreneurs à créer leur entreprise sans que ce soit toujours centré sur le profit. Complètement réformer la finance. Tant qu'on ne réformera pas la finance, on n'arrivera pas à changer notre modèle, parce qu'aujourd'hui, la taille c'est totalement disproportionné. Alors les chiffres datent de 2017, mais la taille du secteur bancaire européen est 3,5 fois plus important que le PIB européen. Donc c'est totalement disproportionné en fait. Donc on a énormément de choses à faire, on a un chantier énorme, mais on a de la chance, c'est qu'on a énormément de chercheurs qui ont fait plein de travaux magnifiques qui nous montrent déjà la voie, et on a énormément d'acteurs de la société civile, des associations, etc., qui agissent au quotidien partout en France et partout dans le monde pour inventer un autre modèle, et ça marche. C'est-à-dire l'agroécologie, ça marche pour nourrir la planète. Les modèles de l'économie sociale et solidaire, ça fonctionne pour réussir à se passer de financement boursier, essayer de faire différemment. Ça fonctionne. Donc voilà, après, il faut supprimer les excès de la finance. Je ne dis pas de supprimer toute la finance, mais d'inventer d'autres modèles. La société civile le met déjà en place depuis très longtemps. Donc, il faudrait juste basculer à ce modèle-là. Je ne dis pas que c'est simple. Hein. Moi, je suis journaliste, je constate, j'essaie sur le terrain de voir ce qui est fait, donner les informations qui me paraissent essentielles. Je ne dis pas que c'est simple, mais je dis que ça serait très différent de ce qu'on vit actuellement, qui est un monde confiné, pas du tout convivial, centré sur l'ordinateur, le numérique, et donc là, on ne peut même pas se rencontrer, on se parle à travers un ordinateur. Moi, ce n'est pas du tout la société que je souhaite pour demain. Enfin, c'est horrible d'être confiné chez soi, de ne pas pouvoir sortir, d'avoir peur de l'autre rien qu'en se déplaçant. Enfin, moi, ce n'est pas du tout le modèle et les modèles que j'ai rencontrés à travers mes enquêtes. Et c'est bon pour notre bilan carbone. C'est bon pour notre bilan carbone. On voit que les animaux sauvages, alors je connais pas vérifier l'origine des images qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si elles sont toutes justes, mais on voit que la nature reprend en tout cas ses droits à certains endroits. Donc oui, c'est bon, c'est une conséquence positive. Encore que le numérique, c'est pas toujours très bon. Donc comme on l'utilise, je sais que voilà, c'est sûr. Ça a aussi des conséquences, mais c'est bon, mais c'est pas du tout. C'est plutôt une conséquence du modèle actuel. Et là, on est beaucoup sur les conséquences, mais il faudrait revenir aux causes pour pouvoir changer notre modèle en profondeur. Merci Juliette. Je rappelle le titre du livre que vous venez de publier avec Pierre Rabhi, Vivre mieux sans croissance. C'est dans votre collection Carnet d'alerte qui est sortie aux presses du Châtelet. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro. Portez-vous bien.